Putain de merde. La Russie vient de perdre des milliards de dollars qu'elle avait dépensés pour construire son réseau de propagande. Tout ça à cause d'une seule mise à jour sur Twitter. La stratégie russe était simple. Créer tout un tas de comptes en prétendant être américains, ukrainiens et même pro-russes. Mais la nouvelle mise à jour de Twitter a tout révélé. La plupart de ces comptes qui prétendent être des citoyens américains sont en réalité basés en Russie. Waouh! Beaucoup de comptes pro-russes, qui prétendent vivre dans la grande Moudou-Russie, vivent en réalité dans des pays européens. Cela signifie que ces comptes argumentent sur le danger que représente l'OTAN pour la Russie, tout en vivant sous la protection de l'OTAN. On peut dire sans risque que la Russie devrait peut-être repenser les centaines de milliards de roubles qu'elle dépense pour la propagande. Laissez-moi vous montrer à quel point cette mise à jour est vraiment mauvaise. Premier exemple, nous avons Mary Tiles du Texas, simplement une ouvrière du bâtiment du Texas qui ne déteste pas du tout la Russie. Après tout, pourquoi le Texas détesterait-il la Russie? Nous avons une économie d'État plus grande que tout le pays russe. Le seul problème, cependant, c'est qu'il semble que ce compte soit en réalité basé en Russie. Son tweet prend désormais tout son sens, car en Russie, les gens n'ont pas le choix de détester leur pays. Ils vont directement au goulag s'ils disent quelque chose comme ça. Passons à autre chose, nous avons Anna Ilasova. C'est une soldate russe au front, combattant pour Mère Russie et espérant la victoire. Le seul problème cependant, c'est qu'au lieu de se battre en Ukraine, il semble qu'elle se batte en Irlande. Je pense qu'elle a mal compris, quand Poutine a parlé d'une opération militaire spéciale de 3 jours pour prendre Kiev. Je pense qu'elle a entendu du blin, et c'est pour ça qu'elle est très loin. Voici l'exemple le plus drôle. Nous avons un compte d'actualité Vladimir Poutine qui nous dit que la Russie n'est pas le problème. Les médias traditionnels mentent aux Américains depuis des décennies. Comme vous le savez, Poutine, lui, ne ment jamais. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter un peu quand j'ai vu ce tweet. Heureusement, il semble que ce compte soit basé au Pakistan. Il parle peut-être des médias pakistanais qui mentent aux Américains. Je ne saurais pas trop quoi dire à ce sujet, parce que je ne regarde pas beaucoup les médias pakistanais. Mais je suppose que les Américains, qui regardent les médias traditionnels pakistanais, devraient vraiment prendre cela au sérieux. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas confus, car je cherchais une nouvelle source d'information. Puisqu'on ne peut plus faire confiance au compte d'actualité de Vladimir Poutine, j'ai trouvé celui de l'armée russe. Mais selon ce compte d'actualité, le Pakistan est un État terroriste. Mais ensuite, j'ai vérifié la localisation de ce compte, et il semble qu'il soit basé en Inde. Donc, j'espère que vous comprenez le problème auquel je fais face. Il semble que je ne puisse pas trouver un seul compte fiable qui soit réellement basé en Russie, et qui me donne mes informations russes de confiance. Si vous connaissez des comptes, merci de me le dire en commentaire. Mais il semble que Poutine doive revoir sa stratégie de propagande à 140 milliards de roubles, soit environ 15 milliards de dollars. Donc, ce n'est certainement pas une petite somme. Bref, blagues à part, tous ces comptes n'appartiennent pas réellement au gouvernement russe. Je suis sûr que certains le sont, mais certains de ces comptes sont juste des personnes aléatoires de différents pays qui diffusent la propagande russe. Alors la question se pose, pourquoi font-ils cela? Pour trouver la réponse, il faut d'abord examiner l'origine de ces comptes. De nombreux comptes non russes proviennent en fait d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Nigeria et d'autres pays d'Afrique et d'Asie. L'étape suivante est de comprendre pourquoi ces personnes agissent ainsi, car la réponse ne se limite pas à l'argent. Parce que si c'était uniquement une question d'argent, ils feraient la même chose ici sur YouTube. Et YouTube paye en fait beaucoup plus que Twitter. Mais le fait est que l'incitation sur Twitter est très spécifique. Il y a environ 1 an, Twitter a lancé son programme de monétisation, permettant à toute personne publiant un tweet d'être payée. Ce n'est pas beaucoup d'argent. On gagne environ 8 à 9 dollars par million de vues ou d'impressions sur Twitter. Il est désormais plus simple d'obtenir 1 million d'impressions sur Twitter que sur YouTube ou ailleurs. Mais cela ne signifie pas que c'est facile, c'est toujours difficile. Et malgré tout ce travail, vous touchez à peine le salaire minimum. C'est pourquoi peu de personnes des États-Unis, d'Europe ou d'Australie possèdent de tels comptes. Cela ne signifie pas que personne en Occident ne le fait, mais ils sont peu nombreux. Mais savez-vous où 8 dollars par million c'est beaucoup, dans des pays comme l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Nigeria. Et en plus de cela, ces personnes ont une motivation supplémentaire pour promouvoir un point de vue pro-russe.
C'est parce que le gouvernement russe dirige. Comme des centaines de millions de bots qui ne publient rien mais qui se contentent de voter pour ou contre tout ce qu'ils veulent. Si vous publiez du contenu pro-russe, ils l'approuveront et augmenteront son engagement. Mais si vous publiez quelque chose de pro-Ukraine, pro-occidental ou anti-russe, ils vont le désapprouver. Ainsi, ces personnes étrangères disposent en moyenne d'un moyen simple d'obtenir plus d'engagement. Ils peuvent publier un commentaire ou une actualité pro-russe, puis les bots russes l'approuvent simplement. Et cela obtiendra beaucoup plus de vues, et ce sera montré à de vraies personnes. De cette façon, ils gagnent plus d'argent. Donc c'est vraiment compliqué, mais il y a une incitation perverse qui crée toute cette situation. La Russie ne fait qu'aggraver la situation. La nouvelle mise à jour de Twitter est un pas dans la bonne direction. Je ne pense pas que cela résolve tout le problème. Nous cherchons juste à gagner vite de l'argent en diffusant de la désinformation aux États-Unis et en Europe. Car cela ne concerne pas seulement la politique intérieure des États-Unis. La même chose se produit dans l'Union européenne, en Pologne, en Roumanie, au Royaume-Uni, dans tous les pays auxquels vous pouvez penser. Et c'est un énorme problème. En fait, si vous vous connectez à Twitter en ce moment, vous auriez l'impression que tout le monde aux États-Unis déteste l'Ukraine. On pourrait le croire en ne s'informant que sur Twitter. Mais si vous regardez les sondages sérieux qui sortent réellement des États-Unis, vous verriez que des gens des deux camps, républicains et démocrates, la majorité des électeurs, soutiennent en réalité l'Ukraine, et soutiennent que les États-Unis aident l'Ukraine. Mais ce n'est pas ce que vous apprendriez en suivant seulement les médias. Pour Twitter, c'est un gros problème. J'espère que la plateforme changera sa politique pour y remédier. Comme déjà dit, Poutine consacre environ 15 milliards de dollars par an à la propagande. C'est inscrit dans le budget russe. Environ 50 millions sont dépensés dans le pays. Parce que même un dictateur comme Poutine doit s'assurer que ses citoyens ne reçoivent pas certaines informations qu'il ne veut pas qu'ils aient. Il ne veut pas que les Russes entendent parler de son opération militaire spéciale de 3 jours toujours en cours. 3 ans et demi plus tard, les Russes n'entendent parler que des exploits de l'armée russe sur le front. Eh bien, c'est pourquoi je veux rapidement partager comment les journaux russes, qui ne sont que de la propagande du Kremlin, rapportent les récents plans de paix qui sont discutés ici en Occident. Regardez. Les journaux russes couvrent la nouvelle initiative de Donald Trump pour arrêter la guerre en Ukraine. En Occident, le plan de paix initial en 28 points est largement vu comme favorable à Moscou. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on trouve dans les journaux ce matin. Il semble y avoir beaucoup de scepticisme en Russie quant au fait que ce nouveau round diplomatique va réellement aboutir à des résultats. En plus, beaucoup de reproches envers Kiev et l'Europe. Moskovski comme Somolets semblent intransigeants. Les chances que les dirigeants ukrainiens signent un plan de paix cette semaine, avant Thanksgiving, sont minimes. Et même si un accord est signé, il ne sera pas appliqué sur le terrain, car cela n'est possible que s'il y a des patrouilles d'occupation dans les rues de Kiev. Donc nous continuons à nous battre, même journal, autre article. Avec le plus haut degré de probabilité, la bande euro-ukrainienne corrigera le plan de Trump de manière à ce qu'il devienne totalement inacceptable pour la Russie. Donc les tentatives pour forcer Kiev à accepter la paix vont continuer. Dans la Komsomolskaya Pravda, cet expert en affaires étrangères reste sceptique, rappelant que cela s'est déjà produit 3 ou 4 fois. Nous disons, c'est incroyable. Les Américains ont tout accepté et imposé un fait accompli à l'Ukraine. Nous avons vu comment cela s'est terminé par le passé. Pour l'instant, il n'y a aucune raison de croire que ce sera différent cette fois-ci. Je ne crois pas que l'opération militaire spéciale, la guerre de la Russie en Ukraine, prendra fin cette année. Je souhaite maintenant souligner une expression intéressante que nous venons d'entendre. Si les journaux de propagande russes affirment qu'un plan de paix correspond aux souhaits de la Russie, peut-être ne devrions-nous pas l'imposer à l'Ukraine. En fait, des enquêteurs de The Insider ont comparé ce nouveau plan de paix avec celui que la Russie avait présenté à l'Ukraine en avril 2022, à Istanbul pendant les négociations. C'était la première fois que les deux pays négociaient après l'annonce de l'invasion par Poutine. Et devinez quoi ? Certains points de ce nouveau plan sont en fait pires pour l'Ukraine que ceux qui figuraient à Istanbul en 2022. À l'époque, la Russie ne réclamait pas la reconnaissance de tous les territoires conquis. Aujourd'hui, elle le fait. En 2022, la Russie ne réclamait ni la levée totale des sanctions, ni le retour au G8, ni un partenariat durable avec les États-Unis. Maintenant, elle le fait. Et en 2022, ils ne demandèrent pas tout cet argent bloqué en Europe, dans les banques européennes, toute cette richesse souveraine russe.
Maintenant, ils réclament les 2/3 de cet argent. Dans ce plan, seule la taille de l'armée ukrainienne semble profiter à l'Ukraine. À l'époque, la Russie insistait pour que l'Ukraine n'ait que 81 000 soldats dans son armée. En ce moment, au moins, ils ont à peu près accepté 60 000, mais à part ça, ce plan est un peu une blague. Et l'une des choses les plus comiques, c'était que la Russie demandait qu'aucun avion diplomatique n'entre jamais en Ukraine en cas de cessez-le-feu. Juste pour mettre les choses en perspective, à quel point cette condition est risible. Nous n'avons jamais eu de conditions de ce genre dans aucun accord de paix, ni même dans un accord de reddition. Nous avons eu des situations où un pays acceptait de ne pas laisser d'avions militaires entrer dans son espace aérien pendant 1 an ou 2. Nous avons aussi eu un accord qui disait « Hé, vous ne pouvez pas laisser venir d'avions de ce pays spécifique ». Mais nous n'avons jamais eu de plan de paix ou de capitulation où des pays interdisaient essentiellement, à jamais, de recevoir des diplomates étrangers par avion. Cela montre à quel point ce plan est risible, et je n'arrive pas à croire que tout le monde le prenait au sérieux. En fait, selon la télévision du Kremlin, ils appellent ce plan Istanbul Plus. Pour eux, c'était même mieux que le plan proposé par la Russie à Istanbul. Écoutez. Voici donc les 28 points de Trump. Cela va écraser Zelensky. La date limite pour l'Ukraine est le 27 novembre. Zelensky n'est pas à envier. Je pense maintenant que les Ukrainiens vont lui demander pourquoi nous avons combattu si longtemps. Si l'accord d'Istanbul sur les bus était le résultat? En plus des exigences russes à Istanbul en 2022, nous avons reçu Istanbul Plus, qui a ajouté des revendications territoriales. En réalité, les objectifs annoncés de l'opération militaire spéciale russe et ceux du plan proposé sont largement cohérents. On peut qualifier cela de victoire. Trump continue bien sûr de surprendre. Je pense que le texte que vous avez reçu mentionne déjà qu'il dit qu'il pourrait imposer des sanctions contre la Russie. Mais moi, Je n'y prêterai pas trop attention parce que Donald Trump doit paraître fort et mettre la pression sur les deux camps. de toute façon. Remarquez, Comment Leavitt a combattu comme un... Lyon, elle a a affirmé que cet accord prend en compte les intérêts de l'Ukraine. intérêt en... Fait, l'accord ne prend pas particulièrement en compte les intérêts ukrainiens. Ils diront que c'est juste et adapté à tous. les partis. Ils affirment que Trump s'est montré le plus intelligent et déterminé. Et viens, À Thanksgiving, c'est lui que nous devrions remercier pour ça. plan. Nous n'écoutons ni ne regardons Trump. Ces paroles, mais Plutôt c'est actions. « et oui ». Je voulais dire une phrase. À propos des garanties de sécurité pour L'Ukraine. l'Ukraine, la sécurité passe par l'abandon de sa politique anti-russe et le refus de devenir anti-Russie. Une Ukraine armée et opposée à la Russie restera menacée. Aucun Trump ne peut garantir cela. Seul l'abandon de la politique anti-russe le permet. Le président Donald Trump a confirmé l'échéance et exige la capitulation de l'Ukraine. Au cours des dernières semaines, quelques-unes de nos vidéos ont été démonétisées et restreintes. YouTube n'apprécie sans doute pas certains extraits montrés depuis les lignes de front ukrainiennes. YouTube juge les extraits de guerre inadaptés aux annonceurs et limite donc la vidéo. C'est pourquoi nous avons créé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de 0, donc nous n'avons aucune restriction. De cette façon, nous pouvons vous offrir une couverture non censurée de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui se passe dans le monde entier. Si vous vous intéressez à ce domaine et souhaitez soutenir le journalisme indépendant, visitez basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En rejoignant, vous accéderez à de nombreux contenus indisponibles sur YouTube. Mais en plus de cela, vous soutiendrez notre chaîne et notre couverture. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.